l'école, nous avons appris le cycle de l'eau où l'eau de la mer s'évapore pour former les nuages, qui se déplacent au-dessus de la terre et laissent tomber l'eau douce sous forme de pluie ou de neige. Ces précipitations sont absorbées par la terre et sont stockées sous cette dernière, ou bien coulent dans les rivières et retournent finalement à l'océan. Les rivières sont le système circulatoire de notre planète et fournissent l'habitat essentiel pour les poissons et la faune aquatique, et charrient des nutriments et du sable en aval pour nourrir les zones humides et les plages aux embouchures des rivières. Mais vous ne connaissez probablement pas l'histoire entière. Avant qu'elle n'arrive jusqu'à votre maison, l'eau a souvent traversé des centaines ou parfois des milliers de kilomètres à travers des canaux et réseaux souterrains, de lointaines montagnes et rivières. Une fois que nous l'avons utilisée, l'eau retourne dans l'océan, mais elle est polluée par nos modes de consommation irraisonnables. Voulez-vous connaître la vraie histoire de l'eau ? Toute vie dépend de l'eau. Les civilisations ont grandi sur les berges des cours d'eau. Elles ont développé l'agriculture et appris comment irriguer la terre, même dans les lieux les plus désertiques de la planète. Avec le temps qui passe, les besoins en eau ont augmenté pour alimenter la population croissante. Et en même temps, le nombre de villes et villages s'est considérablement développé. De nos jours, la plupart de nos rivières sont endiguées et détournées pour les besoins humains, réduisant souvent les débits d'amont en aval, transformant ainsi nos rivières en petits filets d'eau. Dans la nature, les précipitations s'infiltrent dans la terre, remplissant les espaces entre sol et roches. Cette réserve d'eau souterraine est appelée un aquifère ou nappe phréatique. Au travers des âges, les gens ont localisé les aquifères, les ont percés et ont construit des puits pour pomper l'eau. Comme les aquifères sont souvent connectés aux eaux de surface, les puits peuvent aussi réduire les flux d'eau des fleuves et rivières proches. Dans beaucoup d'endroits autour du monde, la croissance de la population humaine met à mal les réserves d'eau de nos rivières, fleuves, barrages et puits. Alors, comment font les communautés pour satisfaire une demande en eau toujours croissante, alors que les réserves diminuent ? Beaucoup vont importer l'eau provenant d'endroits distants et de communautés lointaines. Mais importer de l'eau de nos voisins depuis des endroits lointains peut être très coûteux énergétiquement. En particulier quand l'eau est pompée sous les montagnes et doit ruisseler au travers des milliers de kilomètres de tunnels et de canaux pour arriver à sa destination finale. C'est maintenant une question de temps avant que ces rivières, fleuves et aquifères lointains se dessèchent intégralement. Une population croissante, combinée à des rythmes de précipitation changeants, ainsi qu'à notre utilisation de l'eau dépensière, crée une situation de crise globale des ressources en eau. Beaucoup de gens n'ont désormais plus accès à de l'eau douce consommable. En fait, aujourd'hui, une rivière sur 4 ne coule plus jusqu'à l'océan. Nos zones humides littorales souffrent de cette mauvaise gestion des ressources d'eau douce, en perpétuelle diminution. Nous atteignons le point critique de consommation de l'eau, les limites de nos réserves d'eau. Aujourd'hui, l'agriculture représente plus de 70% de l'usage de l'eau mondiale. De nombreuses pratiques agricoles ont des conséquences tragiques. Quand les agriculteurs surirriguent leurs champs, une partie de l'eau s'infiltre dans les sols, pendant que le reste s'écoule dans les rivières et fleuves proches, charriant avec elles pesticides, herbicides et fertilisateurs toxiques. Certes, ces produits chimiques ont participé à l'augmentation de la quantité de nourriture produite, mais sur le long terme, ils sont nocifs pour le sol, les poissons et la vie sauvage en général. Ils peuvent aussi s'infiltrer sous la terre et contaminer les réseaux souterrains, les rendant également dangereux pour l'homme. Anciennement considérées comme des marécages inutiles, les zones humides sont les filtres des écosystèmes, réduisant la pollution, confinant les dommages des inondations et aidant l'eau à s'infiltrer sous la terre pour notre futur usage. Malheureusement, nous avons bitumé beaucoup trop de zones humides. Aux États-Unis, plus de 50% des marécages côtiers n'existent plus. En Louisiane, la disparition des marécages et leur rôle de protection contre les tempêtes ont laissé nos côtes plus vulnérables. Si l'urbanisation de ces endroits avait respecté les conditions naturelles, de nombreux dommages subis par ces zones et leur population auraient pu être évités.
L'urbanisation n'a pas seulement pollué nos rivières et océans, mais a également participé à la réduction de nos provisions d'eau. Les zones bitumées n'absorbent plus les précipitations. Il ne reste qu'un reliquat d'eau qui va s'infiltrer dans la terre et remplir les aquifères. Alors que la demande d'eau ne cesse d'augmenter, l'eau des nappes phréatiques diminue. Rien qu'aux États-Unis, l'eau souterraine est utilisée 4 fois plus vite qu'elle ne peut être remplacée. Dans les zones côtières, il y a un équilibre délicat entre l'eau douce et l'eau salée en dessous de la surface. Les forts prélèvements d'eau, conjugués à une diminution de la reconstruction des stocks, permettent à l'eau de mer de prendre la place de l'eau douce. Cette intrusion de l'eau salée peut être dévastatrice pour une aquifère, la rendant inutile comme source d'eau potable. Ce problème s'amplifie dangereusement avec les changements climatiques et la montée du niveau des eaux. L'urbanisation galopante voit fleurir les toits, rues et trottoirs. L'eau de pluie, au lieu de s'infiltrer dans le sol, ruisselle maintenant sur ses surfaces, piégeant les polluants sur son chemin pendant qu'elle court dans les égouts, qui eux-mêmes se déversent dans les rivières et les océans. Ce bitumage intensif et les ruissellements de plus en plus importants qu'il engendre participent au phénomène d'inondation qu'on le retrouve dans les zones urbanisées en aval. Pour prévenir l'érosion liée aux problèmes d'inondation, les berges des fleuves et rivières sont de plus en plus bitumées, engendrant un écoulement de l'eau toujours plus rapide. Démographie et urbanisation sont intimement liées. Plus une zone est urbanisée, plus la quantité d'eau qui passe dans le réseau d'égouts est importante. Les systèmes d'égouts traditionnels collectent toute l'eau usée de nos maisons et bureaux et l'envoient à une usine de traitement centralisée. Après que les résidents, les entreprises et l'industrie aient utilisé l'eau, souvent plus d'une fois, elle est traitée et rejetée dans l'océan ou bien dans les cours d'eau à proximité. Beaucoup de villes doivent faire face à 2 enjeux. Une réglementation toujours plus stricte pour diminuer la pollution de l'eau et des quantités d'eau usée toujours plus importantes à traiter. Les stations d'épuration utilisent beaucoup d'énergie pour nettoyer partiellement des quantités d'eau astronomiques qui finissent ainsi rejetées dans l'océan par nos égouts. En Californie, à peu près 20% de la demande totale d'énergie de l'État est dépensée à transporter, traiter, utiliser et distribuer l'eau. Malgré ces quantités d'énergie massives qui sont utilisées pour déplacer l'eau, la Californie se retrouve face à une crise de l'eau. Et elle n'est pas la seule. La gestion de l'eau incombe souvent à 5 différentes administrations. L'approvisionnement de l'eau, la gestion des nappes phréatiques, la gestion des risques d'inondation, le contrôle de la qualité de l'eau, ainsi que le traitement des eaux usées. Les décisions prises par une administration peuvent avoir un impact sur les contraintes des autres. Par exemple, lorsque les ingénieurs gérant les risques d'inondation planifient un trajet pour conduire l'eau de pluie hors des terres, cela a des conséquences directes sur l'approvisionnement en eau et crée également un problème de qualité de l'eau. Cette division de la gestion de l'eau engendre une perte inutile d'énergie qui influe sur l'accélération des changements climatiques. Et au final, nous nous retrouvons avec de moins en moins d'eau. Pour parer au manque d'eau, certains individus n'ont pas trouvé meilleure idée que de désaliniser l'eau des océans, afin de l'utiliser dans nos maisons et bureaux, alors que l'eau douce pour laquelle nous avons payé est rejetée chaque jour dans les océans. Cette technique est de plus en plus envisagée aux États-Unis. Ainsi, sur le littoral californien, il est déjà prévu de construire plus de 20 centres de désalinisation. D'importantes quantités d'électricité sont nécessaires pour désaliniser l'eau de mer. Ce procédé requiert parfois plus d'énergie que d'importer l'eau de manière classique, à travers les montagnes et vallées lointaines, via des centaines de réseaux souterrains et canaux. De plus, la majorité des projets de désalinisation sont néfastes pour la faune aquatique environnante, qui se retrouve souvent aspirée en même temps que l'eau traitée. Au final, moins de la moitié de l'eau traitée est rendue potable. C'est peu en comparaison des masses d'énergie déployées et du nombre de poissons tués par ce procédé. Réfléchissez bien. Après avoir utilisé tous les moyens pour extraire l'eau de la terre, maintenant notre gestion de l'eau veut repomper cette eau hors de l'océan pour enlever le sel, en tuant des poissons et en gaspillant énormément d'énergie. Ceci nous laisse avec un système mal coordonné, mal géré, gaspilleur et polluant.
C'est ce que nous nommons le cycle de l'insanité. Il doit exister une meilleure façon. En repensant comment nous gérons et utilisons notre eau, nous pouvons commencer à résoudre beaucoup de ces problèmes. Nous avons tous appris à réduire, réutiliser et recycler nos déchets. Nous devons apprendre à appliquer cette règle des 3 R à toutes nos ressources, en particulier à l'eau. Les distributeurs d'eau utilisent le terme « gestion intégrée des ressources en eau ». Mais comme nous l'avons dit, ils sont seulement concernés par l'approvisionnement d'eau, et non pas par l'aspect général. La vraie gestion intégrée de l'eau appellerait une réforme globale, qui intégrerait plusieurs agences et les représentants de la population. Cette gestion résoudrait de nombreux problèmes liés à notre consommation d'eau, plutôt que de trouver des solutions à court terme pour répondre à la demande croissante. Si nous passons à la loupe notre usage domestique, nous pouvons mettre à jour des moyens simples et économiques pour diminuer notre propre empreinte sur l'eau. Nous pouvons par exemple réduire notre consommation d'eau avec des mitigeurs adaptés, des machines à laver modernes et d'autres appareils électroménagers intelligents. Alors que nos égouts sont faits pour se débarrasser des rejets humains, nous y jetons plein d'autres choses, comme les déchets de cuisine, les produits de nettoyage, les médicaments et autres produits chimiques, qui peuvent finir dans nos rivières et océans, affectant les poissons et la faune aquatique. Nous devrions réfléchir à 2 fois avant d'utiliser nos égouts comme des poubelles. Dans beaucoup de maisons, l'entretien de la pelouse représente souvent plus de la moitié de la consommation quotidienne en eau, gaspillant l'eau que nous pourrions boire ou laisser à disposition des poissons et de la vie sauvage. Les plantes adaptées à notre climat de région et à nos sols ont besoin de beaucoup moins d'eau et d'entretien. Remplacer une partie de notre pelouse par des plantes autochtones peut économiser jusqu'à la moitié de l'usage d'eau d'une maison. Un jardin respectueux de l'océan conserve l'eau et réduit les écoulements polluants. Non seulement vous contribuez à réduire les risques d'inondation et de pollution de nos rivières, fleuves et du littoral, mais vous cultivez également un beau jardin plein de vie sauvage. Bien plus original qu'une pelouse classique, non ? En aménageant nos jardins avec des voies d'eau contournant la terre, en construisant des réserves d'eau naturelles, en conservant des étangs saisonniers et en construisant des allées et chemins, nous permettons à l'eau de s'infiltrer dans le sol pour remplir les nappes phréatiques locales. Nous pouvons aussi récupérer l'eau de pluie de nos gouttières avec un simple seau et la garder pour une utilisation future. Une grande partie de l'eau utilisée dans nos maisons peut également être réutilisée dans nos jardins. Il est de plus en plus accepté d'utiliser cette eau provenant de nos machines à laver et évacuation d'eau, appelée eau grise, pour arroser nos plantes et nos jardins. Réutiliser ainsi notre eau légèrement usée n'aide pas seulement à réduire notre consommation d'eau, mais réduit aussi la quantité d'eau que nous envoyons chaque jour à la station d'épuration. Ces idées basiques peuvent être appliquées dans un cadre plus large, dans notre voisinage ou dans une ville entière. Pensez aux bénéfices récoltés par les communautés entières qui réduisent leurs usages d'eau, capturent l'eau de pluie et éliminent la pollution de l'eau. Nous pouvons redessiner nos villes pour capter la pluie dès sa tombée, pour la filtrer dans le sol comme le cycle naturel de l'eau, ou pour la garder et la réutiliser durant les périodes de sécheresse. Nos rues peuvent être aménagées avec des fossés appelés bioswales. Ceux-ci capturent le ruissellement des rues pour que les arbres et les plantes puissent utiliser et filtrer l'eau. Quand l'espace est limité, de grandes citernes souterraines peuvent collecter l'eau de pluie pour un usage ultérieur. Des trottoirs concaves peuvent diriger l'eau de pluie vers des parkings afin d'en récupérer et en stocker le maximum possible. Ces zones à faible impact commencent à être populaires dans des endroits avec des rivières et des côtes sensibles. Aux États-Unis, on en trouve notamment en Oregon, à Chicago, en Floride et à Rhode Island. Le développement contrôlé peut transformer un territoire où l'eau est gaspillée, polluée et où les risques d'inondation sont importants, en un territoire plus respectueux de l'environnement, calquant la nature en capturant, en absorbant et en réutilisant l'eau là où elle tombe. Des jardins respectueux de l'environnement, aux rues arborées, tous ces aménagements récupèrent l'eau de pluie pour un usage ultérieur, afin d'économiser l'énergie nécessaire à déplacer l'eau. Ces procédés simples réduisent les écoulements non désirés, nous permettant de restaurer les rivières naturelles et les marécages. À l'heure actuelle, les grandes stations d'épuration collectent l'eau usée d'une ville entière, l'acheminant vers un centre de traitement unique.
Une fois traitée, l'eau est rejetée dans les cours d'eau les plus proches et dans l'océan pour les stations côtières. Ce volume d'eau massif charrie l'eau des égouts, l'eau grise et les eaux de pluie. Sans parler des virus, produits chimiques et autres nutriments que les filtres ont laissé passer. Ces rejets affectent la vie marine et la qualité de l'eau sur nos littoraux. Et pensez à ça, avec la montée des eaux, les usines de traitement côtières pourraient bientôt être sous l'eau. Que ferons-nous alors ? La première étape pour résoudre ce problème est de réduire nos déchets. La consommation domestique modérée, l'usage de l'eau grise peuvent réduire significativement le volume d'eau usée, finissant à la station d'épuration chaque jour. Et nous ne gaspillons pas seulement de l'eau. Les déchets qui s'accumulent dans notre évier se retrouvent également dans les égouts et finissent dans les stations d'épuration, où ils sont séparés et stockés. Les municipalités doivent ensuite gérer le transport, parfois sur des centaines de kilomètres, et l'élimination de ces déchets solides. En récupérant et compostant nos déchets ménagers, nous participons à la réduction du traitement de ces déchets. Les stations d'épuration peuvent générer de l'énergie à partir des déchets solides. Avec l'utilisation de nouvelles technologies, ces stations pourraient créer assez d'énergie pour s'auto-alimenter et même produire localement un biocarburant. En repensant comment nous transportons et utilisons l'eau usée, de nouvelles opportunités naissent. De nombreuses villes récupèrent désormais l'eau usée. Oui, les égouts, pour un nouvel usage domestique, ou pour remplir directement des nappes phréatiques. Les meilleures opportunités consistent à recycler l'eau usée jusqu'à un standard d'eau potable. La réutilisation potable est un procédé de purification de l'eau usée provenant de nos maisons et bureaux, afin de la rendre potable. Ce procédé utilise des filtres très fins qui laissent passer les molécules d'eau tout en bloquant les bactéries et autres impuretés. La réutilisation potable est une ressource efficace, car elle utilise une eau déjà présente dans notre système d'eau local. Elle protège également l'environnement, car une fois les impuretés éliminées, il n'est plus nécessaire de rejeter l'eau dans les océans. De nombreuses villes aux États-Unis ont déjà recours à ce procédé et consomment en partie de l'eau recyclée. Il est maintenant temps de mettre en place une gestion intégrée des ressources en eau qui inclut les 3 R. Réduire, réutiliser, recycler, afin d'éradiquer la crise de l'eau et réparer les dommages causés par notre mauvaise gestion actuelle. Cette gestion intégrée de l'eau crée une solution globale incluant les jardins respectueux de l'environnement et le développement d'impacts raisonnés, afin de diminuer notre utilisation d'eau. La récupération des eaux grises encourage la réutilisation de nos ressources d'eau, qui sont précieuses. Et la réutilisation potable nous permet de recycler de l'eau que nous avons déjà payée et transportée. Nous avons une opportunité unique de modifier notre gestion de l'eau et de couvrir nos besoins actuels et futurs, grâce aux progrès scientifiques et technologiques qui ont fait leurs preuves. Les citoyens, entreprises et gouvernements doivent maintenant s'unir afin de saisir cette opportunité et changer nos modes de consommation d'eau, avant qu'il ne soit trop tard.